Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission La Nature et vous sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours. La nature, c'est un moment pour découvrir ses bienfaits, ses mystères et ses interactions, parce que depuis la nuit des temps, elle nous inspire. Et pour en parler aujourd'hui, voir comment nous sommes en lien avec elle, pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Maître Benoît Hartenstein, qui est en direct par téléphone depuis la Moselle. Bonjour Maître Benoît Hartenstein. Oui, bonjour Sandrine. Bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter Benoît dans quelques instants. Avant ça, je voulais vous partager différentes petites choses. Vous savez, depuis la pensée cartésienne, depuis le botaniste Linnès qui a donné des noms latins aux plantes, et depuis l'avènement de la science, et avec la religion également, la nature a complètement été objetisée. Elle n'est plus sujet, mais elle est devenue objet. Alors que c'est aussi à part entière, c'est aussi un être vivant, enfin, c'est aussi du vivant. Et la nature devient plutôt une sorte de possession, une privatisation des sols. Et c'est en fait à partir des années 70 qu'a commencé à naître l'embryon des droits de la nature. Et ça a augmenté au fur et à mesure, et à partir de 2006, plusieurs États, plusieurs pays ont commencé à s'intéresser et à promulguer en fait le droit de la nature. Entre autres, il y a eu en 2010 la Déclaration universelle des droits de la terre, mer, en 2010. Alors je vais vous donner quelques noms de pays, principalement bizarrement en Amérique du Sud, entre autres la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, 2 villes aux États-Unis qui ont d'ailleurs été les précurseurs. Je pense que c'est à noter. Et en Inde. Et en Inde, peut-être qu'en fait, l'Inde est à l'origine de tout ça. Je vais vous raconter l'histoire de l'origine du câlin des arbres. On en parle souvent, on s'en moque parfois. Et pourtant, il y a une origine. Parce que les premiers câlins d'arbres étaient 294 hommes et 69 femmes appartenant à la branche Bishnois de l'hindouisme qui en 1730 sont morts alors qu'ils essayaient de protéger les arbres de leur village afin qu'ils ne soient pas coupés et transformés en matière première pour construire un palais. Ils se sont littéralement accrochés aux arbres tout en étant massacrés par les forestiers. Mais leur action, au final, a conduit à un décret royal interdisant la coupe d'arbres dans tous les villages du Bishnois. Et maintenant, ces villages sont des oasis boisées au milieu d'un paysage désertique. Au-delà des Bishnois, les Bishnois ont inspiré en fait le mouvement Chipko qui signifie en hindi s'accrocher, qui a commencé justement dans les années 70, quand un groupe de paysannes dans les collines de l'Himalaya, au nord de l'Inde, ont jeté leurs bras autour des arbres désignés pour être abattus. En quelques années, cette tactique est aussi connue sous le nom de satyagraha des arbres, s'était répandue à travers l'Inde, forçant finalement des réformes dans la foresterie et un moratoire sur l'abattage des arbres. Donc voilà, je pense que cette origine est fort importante. Et alors en France, est-il possible justement de protéger les arbres ? Et nous allons en parler justement avec Benoît. Alors Benoît, vous êtes donc notaire depuis 30 ans en Moselle. Et finalement, votre histoire autour des arbres, elle date, c'est générationnel, j'allais dire. Votre arrière-arrière-grand-père était tonnelier charron, votre arrière-grand-père bûcheron, et votre grand-père et votre père étaient menuisiers. Donc vous aviez déjà dans le sang, j'allais dire, c'est dans votre ADN d'être en lien avec le bois. Sauf que vous avez connu pendant toute votre tendre enfance plutôt le bois à l'horizontale, et ce qui vous inspire quand même beaucoup plus, c'est le bois à la verticale. En 2017, vous avez créé l'association La Voix de l'Arbre, et depuis, en fait, l'idée c'est de partager des connaissances des arbres pour mieux les protéger. Et vraiment, vous œuvrez en fait finalement pour que ce soit possible de classer les arbres, enfin d'avoir un acte notarié de protection des arbres, surtout sur terrain privé. Voilà pour les présentations. Alors, la question que je pose à chacun de mes invités, Benoît, c'est que signifie la nature pour vous ? C'est à vous. Oui, pour moi en tant qu'occidental, c'est un mot, puisqu'on parle de nature. Voilà, mais pour moi, c'est plus qu'un mot, et comme pour les peuples autochtones, c'est pas un mot qui doit exister. Les peuples autochtones, pour eux, il n'y a pas de notion de nature. La notion de nature, si on emploie le terme, c'est encore faire une différence entre elle et nous, comme si on était distincts, séparés.
Donc pour moi, la nature, nous sommes la nature, nous sommes tous ensemble. Et je prends toujours le parallèle, vous voyez, si on vivait dans l'eau, on n'aurait pas cet échange en se disant je suis dans l'eau. Nous serions dans l'eau sans le dire, ce serait une évidence. Et ça, c'est le grand drame de l'Occident, c'est qu'on s'est séparé de la nature, on s'est mis dans une bulle. Elle est à notre disposition, c'est une ressource. Et avec l'avidité de l'homme, on arrive aux prédations, aux catastrophes qu'on connaît actuellement. Donc c'est tout un retour à l'équilibre, de trouver la juste place de l'homme. Et pour moi, c'est ça. Quand on parle de nature, pour moi, l'homme, il a sa place sur la planète, bien sûr, mais il n'a pas encore trouvé sa place. Il est en train de chercher sa place. J'aime beaucoup. Et justement, les arbres ont leur place dans l'écosystème. Et alors, si on prend la situation en France, qu'est-ce qu'il y a d'un point de vue légal autour de la nature, autour des arbres à l'heure actuelle? Alors justement en France, on est encore même loin des droits de la nature, même très très loin, parce qu'on parle de droits de l'environnement. Et vous l'avez très bien précisé, historiquement pourquoi on en est là, c'est très très anthropocentré. En fait, il y a l'homme qui a placé l'environnement autour de lui, et en fait on protège l'environnement pour nous protéger nous. On ne protège pas la nature en tant que telle, en tant qu'élément intrinsèque. Donc ça c'est vraiment le décorum dans lequel nous sommes. Et comme vous l'avez justement dit, les arbres ne sont pas du tout considérés comme des êtres vivants. Comme on est anthropocentré, on les voit comme des objets et ils sont uniquement vus et appropriés sous l'angle du droit de propriété. L'arbre, c'est ni plus ni moins qu'un objet appropriable. Il appartient au propriétaire du terrain sur lequel il est enraciné et rien de plus. En fait, notre code civil n'a pas intégré ce qu'est un arbre. Il n'a pas du tout défini l'être vivant, c'est un objet. Et moi, je pars de là, puisqu'on part de très 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 loin, extrêmement loin. Oui, je fais le parallèle aussi avec les animaux. C'est en 2015 seulement que le code civil a reconnu les animaux domestiques, même pas les animaux sauvages, comme des êtres vivants doués de sensibilité. On a dû attendre 2015. Et je vous dis même pas les animaux sauvages. Donc vous imaginez, pour les arbres, comme on part de très très loin, le travail il est immense de comment se remonter un courant. Mais ça fait rien, on y arrivera. Comme les saumons, on remontera à la source. Alors que les arbres, à la fois, ça joue plusieurs rôles. Bon, effectivement, de toute façon, l'arbre, c'est le meilleur ami de l'homme. Ça nous nourrit, ça nous chauffe, ça permet de construire des maisons. Donc en fait, c'est trouver le juste équilibre entre l'utilisation du bois comme la lignée de vos arrière-grands-pères jusqu'à votre père. C'est trouver la juste mesure entre l'utilisation du bois et de préserver les arbres à la fois pour la biodiversité, mais à la fois, c'est aussi, ça fait c'est un élément architectural également, en fait, un arbre. Exactement, oui, c'est ça, c'est la grande difficulté, c'est trouver la mesure. Mais toute la vie est recherche d'équilibre. C'est vrai que les arbres, ils étaient là avant nous, ils ont 400 millions d'années, nous 1 million d'années, donc ils n'ont pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin d'eux. Mais c'est vrai que mes aïeux et ceux des générations précédentes, ils avaient conscience du matériau arbre, de l'utilité pour eux, mais ils préservaient leurs ressources, ils ne faisaient pas des destructions massives à court terme, ils préservaient le milieu, ils faisaient des prélèvements d'arbres soigneusement. Vous voyez, les peuples autochtones, c'est pareil. Pour ceux qui sont végétariens, c'est pareil. On ne pourrait pas, nous, vivre sans végétaux. Il faut les vénérer. Et je dirais, je porte le mot, mais en France, c'est un peu surprenant, mais il faut même les remercier. Ils ont leur fonction pour nous. On est totalement dépendant d'eux. Mais ça, vous voyez, c'est pas du tout la pensée occidentale. Et comme le droit, c'est le reflet de la société, on mesure la pensée occidentale en étudiant notre droit. Et moi, je fais le grand écart. Mais du coup, effectivement, comme tout est une recherche d'équilibre, moi, je suis notaire, j'ai pu faire des études grâce à mon père qui était menuisier, mes grands-parents, donc je leur dois ma subsistance économique. C'est comme ça que j'ai pu faire mes études. Mais je ne sais que les arbres, ce ne sont pas que du bois, ce sont des êtres vivants. Donc c'est plus qu'une ressource. Effectivement, l'équilibre, c'est de ne pas gaspiller la ressource, pas ne voir que son propre intérêt. Il faut voir plus loin. Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est une charge de transmission et de respect. Une grande difficulté, mais on doit y arriver, puisque précédemment, on y arrivait. Aujourd'hui, on était beaucoup trop loin. Voilà, c'est de la prédation, c'est plus du tout de la déforestation. Enfin, c'est de la déforestation, c'est de la prédation. C'est un viol de la nature pour moi, quand on parle de nature, vous voyez. Complètement. Et alors, à l'heure d'aujourd'hui, comment protéger, parce que c'est vraiment votre spécialité, comment protéger, si on a des arbres sur le terrain, parce qu'on est des fois, certains sont confrontés à des promoteurs et ils n'ont pas du tout envie, un arbre peut être une histoire familiale. Comment faire ? Qu'est-ce que vous pouvez partager pour nos auditeurs ?
Alors, comment faire? Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je suis pratiquement sûr, vous et moi, pour nous, c'est évident. Alors, les arbres, ce sont des êtres vivants, à respecter en tant que tels. Ils sont éminemment sophistiqués. Voilà, ils sont prodigieux, ces êtres-là. Vu tous les bienfaits qu'ils nous apportent, ils méritent forcément le respect. Et une fois qu'on a ça en écho, ça paraît évident. Même, ça s'impose de les préserver juridiquement. Mais donc, il y a un très, très gros travail pédagogique, mais fantastique, en amont que je fais. C'est pour ça que j'ai créé une association. Et je suis dans un groupe pluridisciplinaire de biologistes, justement de sachants, de personnes qui connaissent les arbres, d'arboristes. Donc déjà, moi je fais un très très gros travail pédagogique, même dans le cadre de mon métier, parce qu'en France on est beaucoup trop sectorisé dans nos activités. Vous voyez, il y a le notaire, le médecin, on est tous dans nos compartiments, enfin, alors que tout est interdisciplinaire. Donc moi, je transmets des informations le plus possible, didactiques très claires, et après j'emboîte le pas. Alors justement, comment les protéger? J'essaye de renverser la tendance, puisque, vous voyez, et faire avec, puisque les arbres, on les considère comme des objets, puisqu'ils sont totalement dépendants des propriétaires entre les mains desquels ils sont, et que le droit de propriété est très fort et permet de les détruire, si on veut, moi j'essaie de renverser la tendance, de faire de ces éléments de droit des outils bienveillants, protecteurs des arbres. Et je prends le parallèle des outils du menuisier, comme je dis toujours, il y a un rabot, un ciseau à bois. Dans les mains de quelqu'un qui est malhabile, il peut se couper les doigts, et donc quelqu'un qui est très habile, il vous fait des très beaux meubles. Donc le droit, c'est pareil. Bien utilisé, il peut être vertueux. Alors comment? Il y a deux grandes lignes à retenir. Effectivement, c'est déjà la prise de conscience de ce qu'est un arbre, et surtout après la volonté. Parce que, et ça c'est la plus grosse difficulté, mais tout part de la volonté. La loi, c'est l'expression de la volonté générale, donc on essaie avec un groupe de juristes de la modifier pour protéger les arbres, mais c'est excessivement complexe en France de modifier les lois. Et la loi, c'est donc, je redis, l'expression de la volonté générale. Et moi, mon axe et mon action au quotidien, c'est justement la volonté individuelle, puisque les propriétaires sont propriétaires des arbres. Pour moi, c'est un gros mot, mais c'est comme ça. Pour moi, les plus responsables. J'invite chacun à prendre des mesures de protection sur son terrain. Et déjà, à minima, moi, tous les jours, je fais ça. Je fais des ventes. Les ventes, c'est des transferts de propriété. Et quand on vend une maison, on désigne la maison, souvent le rez-de-chaussée, le premier étage, le troisième étage, et on nommait les arbres. On n'en parle pas. C'est comme si on les voyait pas, comme si on avait jeté un voile dessus. Donc moi, j'invite les personnes dans la désignation à mentionner les arbres. Je leur dis, est-ce que vous avez des arbres sur le terrain? Alors 1 sur 2 est surpris en me disant, tiens, pourquoi il me pose cette question le notaire? 1 sur 2 n'est pas surpris. Je leur dis, si vous voulez, on les mentionne puisqu'ils sont là. Et ça, c'est tout à fait recevable. Et comme je dis, oui, c'est une volonté recevable. Et rien que ça, je suis satisfait parce que ça ouvre des discussions, ça ouvre les consciences, les personnes se disent, tiens, oui, effectivement, il y avait un arbre, ils commencent à s'y intéresser. Et du coup, je leur dis, écoutez, au moins prenez l'engagement moral de les conserver. Et quand je vois que les personnes sont motivées, conscientes, il y en a qui me disent, mais patron, bien sûr, la maison, je l'achète parce qu'il y a des arbres, ça va de soi. Je leur dis, si vous voulez, on peut mettre une clause dans l'acte, parce que tant que vous êtes là, propriétaire, l'arbre, il n'a pas besoin de la clause. Mais le jour où vous êtes plus là, il faut penser après soi, on pourra demander aux acquéreurs successifs de maintenir la clause. Mais il faut la volonté. C'est une acceptation. Donc c'est un travail phénoménal, mais je suis sûr et certain, vous voyez, on est précurseurs. Un jour, ce sera un réflexe, parce que là, c'est banal, donc confondant de banalité, ce que je fais là. En fait, on fait juste ouvrir les yeux. On mentionne 4 arbres, alors qu'avant, on ne les mentionnait pas. Et en plus, vous voyez, autre avantage, en plus, on ne les connaît même pas, les arbres. Donc, je leur dis aux personnes de quelle essence il s'agit. 9 fois sur 10, ils ne le savent pas. Et avec les applications modernes des téléphones, on peut savoir. Donc, du coup, c'est une façon aussi de se renseigner, de mieux les connaître. Et ça part de là. Vous voyez, et le droit, c'est dans un deuxième temps. Mais je dis, le grand écueil que j'ai, c'est que les gens veulent. Mais après, ça fait rien. S'ils veulent pas, je sais que ça éveille des questions et on y arrivera. Voilà. Et c'est plus facile, je vous en parler dans le cadre de transmission, de succession. Ça, je peux vous en parler aussi après si vous voulez. D'accord. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et justement, on va en parler après la pause musicale. À tout de suite. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, chers auditeurs, nous nous retrouvons donc pour l'émission La Nature et vous. Et nous sommes en direct avec Maître Benoît Hartenstein qui est en Moselle et qui est notaire et spécialiste justement de la protection des arbres sur la propriété privée. Et donc là, nous étions en première partie d'émission en train de Maître Benoît Hartenstein nous expliquer comment protéger les arbres de sa propriété, juste en
stipulant déjà dans l'acte notarié. Et nous en étions à vouloir parler justement de la transmission. Alors comment cela se passe-t-il justement pour une transmission? Comment protéger les arbres de la propriété lors d'une transmission? Benoît. Oui. Alors quand on parle de transmission, il y a donc les transmissions de vente, de donation, quand on est vivant, et transmission pour après soi par héritage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous voyez, la clause que j'invite les personnes à rédiger, à stipuler, en cas de vente, ça résulte en fait d'une vente de terrain dans les Pyrénées-Orientales. C'est un retraité qui avait planté une allée de cyprès avec son grand-père. Il a aujourd'hui 85 ans, monsieur. Il avait 7-8 ans quand il a planté les arbres. Et quand il a vendu les terrains, il a imposé aux acquéreurs de maintenir les arbres. Donc il y a une clause très succincte de l'acte notarié à l'époque, et les acquéreurs l'avaient accepté. Et en toute déloyauté, peu de temps après l'acquisition, ils ont argué d'une allergie de leur enfant, que l'arbre était bien sûr dangereux. Ils ont commencé à vouloir le couper, et ils ont voulu faire annuler la clause de l'acte par le tribunal. Et alors je vous fais court la procédure, mais le tribunal de Perpignan a annulé la clause. Mais M. Mas n'a pas lâché et il a été jusqu'à la Cour de cassation. Et en France, comme on le sait, vous voyez, la source du droit, c'est la loi, les contrats des parties et aussi les décisions des tribunaux. Donc la Cour de cassation, quand elle rend un arrêt, ça conforte le droit. Donc en fait, M. Mas, il a créé du droit et la clause a été reconnue valable en cas de transfert de propriété dans une vente. Donc je suis en relation avec M. Mas depuis quelques années maintenant. Et justement, après, vous voyez ce que j'ai fait, puisque c'est possible de mettre cette clause en cas de vente, et la vente est un transfert de propriété, on peut la transposer aussi en cas d'héritage, puisque les héritages, c'est aussi un transfert de propriété. Et c'est là que j'axe le plus mon action, parce que je sais que c'est par là qu'on arrivera à faire bouger les lignes. C'est plus facile dans le cas d'héritage. Je m'explique. Je le dis sans aucune forfanterie, mais je suis aussi notaire de Greenpeace France, je suis leur conseil. Mais ce que je dis là, c'est pour Greenpeace, ça peut être pour quelque association que ce soit. Mais pour Greenpeace, ce qu'on fait, on invite les légataires à léguer tout le patrimoine à Greenpeace pour ceux qui le veulent, et en parallèle, dans le testament, imposer à Greenpeace le maintien des arbres. Et ce faisant, il y a une double satisfaction de ceux qui lèguent, parce que quand on lègue son patrimoine à une association, c'est toujours un peu frustrant parce qu'on se dit l'argent ira dans le budget de fonctionnement, mais concrètement, je ne verrai pas trop de réalisation. Mais par contre, si en plus, je sais que le terrain sur lequel j'ai un arbre, avec lequel j'ai un fort lien, sera préservé, c'est doublement gratifiant. Et moi, en tant que notaire, j'ai fait le premier testament de France, justement une dame en Meurthe-et-Moselle qui a légué tout à une association, Greenpeace, en imposant le maintien des arbres. Et Greenpeace France ne peut pas garder les propriétés. Donc systématiquement, les patrimoines sont vendus. Bon, cette dame-là est toujours vivante, heureusement, mais je suis sûr et certain, parce que ça c'est mon métier au quotidien, quand elle disparaîtra, déjà il y a une charge émotionnelle quand on lit un testament. On va dire, voilà, telle dame a légué tout à cette association, charge pour elle de maintenir les arbres, et quand Greenpeace revendra, je suis pratiquement sûr, là je suis optimiste, que l'acquéreur, même s'il est surpris, il sera gratifié et honoré de respecter la mémoire du défunt, d'acheter de l'association et de maintenir les arbres. Et par ce biais-là, je pense que la clause s'imposera d'elle-même et deviendra plus acceptable. Alors et ça peut être pour quelque association que ce soit. On peut léguer la Ligue contre le cancer, le Secours catholique, avec cette clause en ajout. Et du coup, ça fait une pierre deux coups gratifiante. Alors j'ai une question, parce que là, pour le tout premier exemple que vous nous donniez pour Monsieur Mas, si Monsieur Mas n'avait pas été vivant, on n'avait pas pu être témoin de ce qui allait se passer, qu'est-ce qui se serait passé ? Parce que là, il y a pu y avoir quelque chose. Donc du coup, il y a eu une action qui a été menée en cours de cassation, mais si ce monsieur n'avait pas été là ? Alors, très bonne question, parce qu'effectivement, la grande difficulté, alors déjà, c'est de faire accepter la clause de maintien des arbres. Effectivement, la deuxième question qui se pose tout de suite, mais comment s'assurer de l'effectivité de l'engagement ? Effectivement, si le vendeur, lui, il a la chance d'habiter à côté, il a vendu des terrains adjacents, mais effectivement, si le vendeur déménage, comment contrôler ? Ça, je l'ai fait pour une autre personne qui a vendu, et comme c'est là qu'on retrouve sa liberté contractuelle, parce que là, on en vient au contrat. Là, ce qu'il faut savoir, je vous le redis, mais c'est très important, le droit en France, 3 sources principales, la loi, qu'on essaye de modifier avec un groupe en parallèle très 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 compliqué, les tribunaux qui entérinent des décisions, et dans l'intervalle, les contrats, la loi des parties. Donc, et c'est là que les parties ont une certaine marge de manœuvre. Je m'explique. J'ai une personne qui a vendu une maison, pareil, l'acquéreur était tout à fait d'accord, et en fait, ils ont innové, on a réfléchi ensemble. La date anniversaire de la vente, le vendeur ou un ami ou quelqu'un proche de la maison sera autorisé à aller sur la propriété. Alors bien sûr, l'acquéreur le laissera venir pour s'assurer de l'état de santé de l'arbre.
Voilà. Et dans l'intervalle, l'acquéreur a aussi l'engagement, si on doit intervenir sur l'arbre au niveau d'un élagage, eh ben de faire appel à une association ou au propriétaire ou l'ancien propriétaire ou quelqu'un, un sachant. Il peut pas faire ça tout seul. Mais et en plus, il accepte une sanction à son encontre en cas de non-respect de la clause. Hein, alors c'est comme difficile que quelqu'un accepte, mais s'il accepte parce qu'il est vertueux, eh ben en fait, il y a une sanction prévue. Il faut le contrôler extérieurement. Alors souvent, ce que j'entends, oui, comme argument, j'anticipe peut-être une question que les auditeurs peuvent se poser. Voilà. Et moi avec. Et moi avec. Voilà. On se dit, mais d'accord, c'est bien vous, tout ça, vous protégez les arbres, mais ma maison, je la vendrai plus si je commence à dire ça aux acquéreurs. Et ça, moi, je l'entends parce que j'en parle à des agences immobilières tous les jours. Et je fais ça par étapes. Vous voyez, je fais ça crescendo, mais moderato, en ayant conscience de la culture française. Je leur dis déjà, écoutez, on mentionne les arbres, ils y sont. Alors là, les gens sont surpris, on mentionne, pas de souci. S'ils sont d'accord de mettre la clause, on la met, pas de souci. Maintenant, il y en a qui me disent, oui, oh là là, mais ça va être compliqué, cette clause, je peux plus vendre, je peux plus faire ce que je veux, etc. Donc j'ai un troisième argument. J'aime pas l'employer parce que pour moi, les arbres sont inestimables. Hein. Mais dans ce monde marchand, il faut passer par là. On a créé un barème de l'arbre avec l'association Arbre, CU77 et des arboristes, un barème de l'arbre qui donne une valeur à l'arbre. Et la phrase clé, en fait, on donne une valeur aux arbres sans augmentation du prix du foncier. Vous voyez ? Alors, je prends l'exemple de cette dame qui a fait un testament, le premier de France. On a alimenté le barème. Moi, la maison, je l'ai vue. Alors, Meurthe-et-Moselle, c'est pas très loin d'où je suis. J'étais la voir. La maison, elle vaut 120, 130 maximum. Et avec le barème de l'arbre, le platane qui a été labellisé et protégé par testament, on arrive à 50 000 €. Alors, on peut pas dire que la maison vaut 170, les 120 plus les 50, mais intuitivement, elle vaut plus. Donc, ce qui va se passer plus tard, quand les gens vont hériter, si jamais ils ont des velléités en disant « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? On n'accepte pas, on va faire annuler la clause », eh ben là, on en revient à les pieds bien sur terre, bien ancrés, lucides, en 2023, dérèglement climatique. Si les personnes n'ont pas conscience que les arbres sont à respecter pour eux-mêmes, pour nous, ça sera désespéré de tout. Et je me dis que les gens seront même contents d'avoir un arbre sur leur terrain. Et ça deviendra une évidence. Mais là, comme on est éclaireur, on enclenche, voyez, donc il y a le barème de l'arbre que j'adosse aux actes, et ça parle à certains. Alors c'est sûr qu'après chaque fois, ça peut être retourné au détriment des arbres, parce qu'il y a des gens qui pourront dire aussi, c'est pas grave, je payerai. Mais bon, tous les moyens pour nous sont bons, mais surtout le premier, je reviens au début de nos propos, c'est la pédagogie. Hein. Savoir que c'est ce qu'un arbre dont on dépend, le droit en découlera. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, j'agis tout azimut, mais c'est vraiment, on apprend la modestie, la patience, et les arbres, moi je suis maître Hartenstein, mais je suis maître de rien du tout. Les arbres, c'est nos maîtres. Hein. Ils nous apprennent la patience, on plante des racines, ça prend du temps, pour l'instant c'est pas spectaculaire ce qu'on fait, mais je suis sûr et certain, je serai mort avant, c'est pas grave, un jour ça émergera. Oui, tout ce qu'on dit là, c'est une évidence évidente. C'est un début et bravo. Après, ce que j'entends aussi, c'est que ça va être malgré tout, c'est sous couvert quand même d'une surveillance entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce terme, soit des anciens propriétaires, soit de personnes alentours, soit d'associations, pour que ces clauses soient respectées. En fait. Voilà. Donc parce que c'est facile dans la nuit, on se dit tiens, j'ai envie d'abattre l'arbre, allez hop, poum, un coup de tronçonneuse et puis voilà. Donc c'est en fait c'est un peu sur la corde finalement. Oui, et oui, de façon très concrète. Encore une fois, ce testament, le premier que j'ai fait, je commence à en faire beaucoup d'autres, beaucoup de personnes veulent en faire. Et concrètement, vous voyez, donc là, on a institué dans le testament, alors un gros mot juridique, un exécuteur testamentaire. En clair, on a choisi une association, on a pris France Nature Environnement la plus proche, et quand la personne décédera, donc le testament s'appliquera, et sur le patrimoine de la défunte, il y aura 5 000 € qui ira à l'association France Nature Environnement, qui aura charge de contrôler le respect de la clause. Les soins aux arbres, qu'un élagueur vienne dans les règles de l'art aux bonnes saisons, voyez, en préservant l'arbre. En fait, ce sera un peu le médecin de l'arbre qui va venir superviser l'opération. Et tout part de la volonté. Vous voyez, moi, en tant que juriste, parce que il y a beaucoup de débats juridiques, j'entends des personnes qui me disent, mais non, là, c'est compliqué, tout ça. En fait, c'est compliqué quand on veut pas. Mais quand on veut, il y a une magnifique formule des stoïciens. Ils nous disaient, c'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. J'adore cette formule. C'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Si on ose, on trouve des solutions. Quand on il faut le voir et avoir conscience du sujet.
Mais alors, il y a une autre petite chose qui me questionne, c'est par rapport à quand vous parlez de Greenpeace. Il nous reste 2 minutes, mais quand même, je trouve que c'est fort important. On me dit que même si je déborde d'1 minute, c'est pas très grave. Quand on parle de Greenpeace, ça veut dire que finalement, l'arbre le terrain sur lequel, enfin, c'est pas le terrain, c'est les arbres sont du coup propriété de l'association Greenpeace, par exemple, ou d'une autre association. Mais je sais pas, il y a un petit truc qui bug dans ma compréhension de ça, dans le sens où c'est étrange que ça appartienne à quelqu'un. Oui, je comprends votre interrogation. Si vous voulez, de façon très concrète, cette personne est propriétaire d'une maison avec un magnifique platane. Elle a fait un testament, elle institue Greenpeace légataire universel de tous ses biens. Donc Greenpeace héritera de tout son patrimoine, et dans son patrimoine, on sait qu'il y a la maison, un terrain avec un platane. Et dans le testament, on a rajouté une clause, l'engagement de conservation des arbres toute leur vie durant, tant qu'ils ne présentent pas de danger. Le jour où Madame X disparaîtra, Greenpeace héritera de son patrimoine en tant que légataire universel. Et dans le patrimoine, il y aura la maison, avec la clause qui s'imposera à Greenpeace de maintenir l'arbre, et comme Greenpeace ne sera pas très longtemps propriétaire, ils ne peuvent pas garder les propriétés. Ils vendront le terrain, c'est sûr et certain, et ils feront reprendre l'engagement à l'acquéreur. Vous voyez ? Et c'est là qu'il y a une autre association en parallèle qui est aussi dans le testament qui a été nommée, parce que Greenpeace ne pourra pas contrôler non plus. Ils sont nationalement, ils n'ont pas de locaux de techniciens locaux, et en plus là, il faut des arboristes. C'est là que c'est très bien, très intéressant ce qu'on fait. Nous, c'est pluridisciplinaire. Moi, je suis en lien avec des arboristes. En fait, ce sera un arboriste grimpeur spécialiste qui fera ça aux bonnes saisons, appelé par la propriétaire, contrôlé par l'exécuteur testamentaire, qui aura les 5 000 € au décès aussi. Voyez, et en fait, là, on est l'axe du sujet, c'est comme vous l'avez dit très bien au début, là, c'est un objet de droit. Donc moi, j'essaie avec nos outils juridiques de protéger l'objet de droit. Et comme vous l'avez dit en introduction, moi aussi, mon travail avec d'autres juristes, c'est d'arriver à des sujets de droit. Parce qu'un jour, si l'arbre est reconnu comme sujet de droit, tout ce qu'on fait là, ce sera obsolète aussi. Il sera comme vous et moi. Il aura droit à son intégrité physique. Si moi, on m'atteint physiquement, je peux faire un recours contre la personne. En Inde, aux États-Unis, comme vous l'avez dit, en Équateur, en Bolivie, où les droits de la nature sont reconnus, les arbres, ce sont des sujets de droit. Ils sont représentés au tribunal comme un incapable. Ils ne peuvent pas s'exprimer, mais ils ont des représentants. C'est ça qu'on souhaiterait à terme. Mais ça, comme c'est un changement de paradigme très profond, on part de très 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 loin en France. Moi, j'avance avec mes gros sabots là pour avancer péniblement, où je m'estime, vous voyez, comme si j'étais au fond de l'eau avec un cendrier et j'ai des chaussures de plomb, mais j'avance. Mais on en est là en France. Eh bien, écoutez, bravo, parce que merci beaucoup pour cette initiative et de lancer, en fait, il faut bien commencer par quelque chose, planter les premières graines pour que le reste suive, en fait. Mais merci beaucoup, Benoît, de vous être rendu disponible, parce que votre temps est très, très précieux, très compté. Donc, merci beaucoup. Chers auditeurs, on se retrouve dans 15 jours. Benoît, je vous dis au revoir. Chers auditeurs, je vous dis au revoir et à dans 15 jours. Au revoir. Merci. Au revoir, Sandrine. Au revoir à tout le monde.